Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le cortège du Premier ministre Ariel Henry a essuyé des jets de pierre ce lundi dans la localité de Nancité, un quartier populaire de Jérémie. Le chef du gouvernement se rendait à Doudouche pour inaugurer une école nationale Ducasse-René à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire ce lundi. Échec du troisième round des négociations sous les auspices de la CARICOM. Après plusieurs journées de discussion, les acteurs politiques n'ont pas pu trouver un accord devant faciliter la résolution de la crise politique haïtienne. Le président dominicain, Luis Abinader, a ordonné ce lundi la fermeture de la frontière à Dajabón. Le porte-parole de la présidence dominicaine a fait savoir que si d'ici jeudi, le différend concernant la construction du canal de la rivière Massacre n'est pas résolu, cette fermeture sera complète. Le cortège du Premier ministre Ariel Henry a essuyé des jets de pierre ce lundi dans la localité de Nancité, un quartier populaire de Jérémie. Les habitants voulaient contester la présence du chef du gouvernement dans le département de la Grande-Anse. Dans la localité de Nancité, des membres de la population ont lancé des pierres contre le cortège du Premier ministre pour exprimer leur colère face à l'insouciance du chef du gouvernement devant la situation actuelle du pays. Notons que le chef du gouvernement était à Doudouche, dans la Grande-Anse, pour inaugurer l'école nationale Ducasse-René à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire ce lundi. Après l'échec du troisième round des négociations, les acteurs politiques haïtiens entrent dans une phase d'expectative. La semaine écoulée n'a pas permis d'avancer, l'opposition ayant choisi de bloquer les discussions sur la démission du Premier ministre. De son côté, le Premier ministre est disposé à discuter autour des intérêts supérieurs de la nation. Le parti politique Les Engagés pour le développement continue d'exiger la démission d'Ariel Henry. Les responsables de cette formation politique annoncent une marche pacifique pour ce dimanche. Donc, c'est un pays qui ferme. Donc, c'est un pays qui sans gouvernail. Donc, c'est un pays qui n'a pas un premier ministre, qui n'a pas un gouvernement en tête. C'est ça que fait parti politique aidé, même gens, avec un pile l'autre organisation. Ils ont invité les peuples haïtiens dans une marche pacifique contre l'insécurité, contre la vie chère, contre le kidnapping. Ils marche en solidarité avec femmes, petites filles qui ont violé. Ils marche en solidarité avec mon Kafoufeuille, avec mon Nazon. Ils marche en solidarité avec mon Canaran. Ils marche en solidarité avec mon Solino. Mais ils marche en solidarité avec tout le monde qui est victime et qui probablement est pour victime si ils n'ont pas levé campé dans la question de sécurité. Parti politique aidé, que nous tous connaissons. C'est toute table de négociation. Nous remarquons que négociation, c'est une façon que le pouvoir a utilisé à Kalielio pour être capable de gagner plus de pouvoir et rester plus de temps sur le pouvoir. Il n'y a pas de bonne volonté, il n'y a pas aucune conscience que la situation du pays a dégradé et que Ariel Henry lui doit tendre la raison. Parti politique aidé par quoi? C'est ce table-là seulement, ou bien c'est table-là qui a le résultat. C'est pour ça. Nous voulons camper beaucoup de peuple haïtien
qui eux-mêmes commencé impatient à parler en pile parce que vous connaissez que Ariel Henry, après 2 ans d'échecs catastrophiques, il n'y a aucun résultat au cabaye. Nous ne pas les complices, nous ne pas les coupables, peuple haïtien voulait lui-même prendre lead négociation, nous-mêmes nous aider, nous voulons camper bon côté, nous voulons camper derrière. C'est pour ça que nous invitons les peuples haïtiens dans une manifestation, dans une grosse marche pacifique. Alors, quelle que soit la couleur politique, quel que soit le chapeau organisationnel, quelle que soit la religion qu'on y, quelle que soit la tendance, le rang social, nous toutes pour marcher, pour nous dire non à l'irresponsabilité, pour nous dire non à kidnapping, insécurité, pour nous dire oui à solidarité envers victimes, violence, gang. Mais plus grosse violence que la population haïtienne a subi jeudi, c'est mépris et abandon Ariel Henry. Mon ka fait yo, y a mouri, y a couru. Ariel Henry pas dit un mot, les mépriser, l'abandonner. C'est le cas pour tout pays. Mon ka subi zak, assassinat, massacre et insécurité. Donc, son appel à mobilisation pacifique pour nous forcer Ariel Henry. Tant de raisons, parce que nous pas quoi. Subterfuge, non pas quoi. Ou les débats, non pas quoi. Mauvaise foi qui vient sous table là. Beaucoup d'Ariel Henry a Kalilio, kabay résultat peuple amandé. Le président dominicain Luis Abinader a ordonné ce lundi la fermeture de la frontière à Dajabón. Si d'ici jeudi le différend concernant la construction du canal de la rivière Massacre n'est pas résolu, cette fermeture sera complète, a annoncé le porte-parole de la présidence dominicaine. Il a aussi informé de la suspension de l'attribution de visas aux ressortissants haïtiens, une annonce qui intervient après une réunion du Conseil dominicain de sécurité présidée par le président Abinader. Des commerçants exigent du gouvernement de la République voisine la réouverture de la frontière. C'est ce qu'a fait savoir le docteur Mesmi Marie Fleurant. Par ailleurs, il dit craindre que la confrontation entre les hommes armés dans les 2 camps débouche sur un bain de sang. Pour l'éviter, le spécialiste appelle les autorités haïtiennes à renforcer leur présence sur la frontière. Eh bien, c'est pour nous retourner au droit, Wendell. Parce que même traiter ça, dans l'article 3 dit que du moment que nous différent entre 2 États, il faut soumettre à l'arbitrage international. Ça veut dire que pas de gourmet, pas de pression, pas de menace, pas de fermer frontières. Si la République dominicaine sentit que l'île lésée, il doit faire appel à une commission d'arbitrage. Au niveau international, il y a de grandes chambres d'arbitrage qui gagnent. Il y a la chambre de commerce internationale qui sont grosses chambres d'arbitrage. Il y a des chambres d'arbitrage fameuses à Londres. Côté que 2 États ne doivent pas même demander une chambre d'arbitrage. Ils doivent demander des États pour faire arbitrage. Par exemple, le Vatican, on fait des arbitrages comme ça. Ça veut dire que la route est déjà tracée. Ça veut dire que ça que les Dominicains doivent faire en matière de présence militaire sur la frontière, en matière de menaces, en matière de fermeture de la frontière, mais c'est des choses qui ne sont pas bonnes, c'est des choses qui sont inacceptables. Parce qu'en droit international, il n'y a pas demandé pour résoudre le conflit par la force, il n'y a pas demandé pour résoudre le conflit par la violence. Pensez que si les Dominicains eux-mêmes n'ont pas voulu aller vers l'arbitrage, mais Haïti qui aller vers l'arbitrage. Mais sans cas d'où Wendell, qui fait peut-être que Dominique est capable d'aller à l'arbitrage, parce que, il connaît que aller à l'arbitrage, ça va le remettre en question tout ça, vous fait déjà.
Si bon l'État haïtien qui est sérieux, il pourra dire, écoutez, qu'on y a signalé dans l'arbitrage, il faut un usage équitable pour que chaque monde gagne même quantité nous prendre de l'eau qui pas bon pour eux. Et deuxièmement, Dominicains pas considérer que sont différents avec l'État haïtien parce que notre tête ils sont différents avec quelques particuliers qui voulaient faire une bagaille de manière unilatérale. Et c'est là oui ça dangereux. C'est là oui ça grave parce que yo dit bien que l'État haïtien dit pas reconnaître ça qu'a fait là. C'est-à-dire que yon jour te ka vini tout et puis bon yo balaye tout le monde qui là parce que c'est pas l'État haïtien, c'est eux même qui ont des conflits avec des particuliers. Je pense que je dis c'est très dangereux c'est message ça yo. C'est très dangereux ça qu'a dit et que l'État haïtien pour éviter un massacre, pour éviter je dirais un bain de sang, pour éviter qu'il y ait n'importe quel incident, nous avons des hommes en armes. Du côté de Bessap, qui est très courageux, que je voulais féliciter, qui campait là, même si j'ai toujours été très critique envers eux, mais qui campait là. Mais c'est des gens qui ont des armes. Imaginez, sous ce site là, c'est des centaines de personnes qui là. Ils ont rafale parti. Ça a parti bien vite. Il faut vraiment que l'État haïtien, quel que soit ça qu'il a fait, il faut qu'il soit présent sur les lieux, il faut qu'il soit présent sur cette frontière, il faut que la République dominicaine éloigne cette menace. Et Jean que Bagay l'a dit, il y a un plus gros principe qui gagne dans la question cours d'eau transfrontalier, c'est le principe de la coopération, son principe qui dit que nous pas qu'à faire un gros poignette, nous devons chiter ensemble autour d'une table. C'est une opportunité encore pour nous-mêmes du côté haïtien. Parce que nous avons abandonné nos champs, nous avons abandonné beaucoup d'activités productrices. Et m'kadou là, on connaît crise qui a posé là une grosse pression sur la République, sur les autorités dominicaines. Parce que du côté de Darabong, de toute la province de Darabong, et jusqu'au Cibao, ils vivent d'Haïti. Parce que nous sommes les consommateurs. Parce que dans le marché binational, nous sortis tout partout dans le nord, dans le plateau central, et même dans l'Artibonite de nord-ouest, viennent acheter à Wanamet, dans le marché d'Abongan les lundis et les vendredis. Eh bien, hier, nous avons regardé les commerçants dominicains qui font conférence de presse pour dire gouvernement dominicain, il a mouru. Parce que si pas de commerce entre Haïti et la République dominicaine, eh bien, Dabong, son ville qui pas existe encore, parce que yo même, côté yo fait comme yo, c'est avec Haïti. Ou pendant yo ferme les frontières là, ils sont en train de souffrir, et malgré de toute bagaille, yo même, les commerçants dominicains, ils viennent de prendre une position publique pour dire que ça qu'a fait là, c'est inacceptable, c'est pas bon pour eux, parce que c'est quelque chose qui les empêche de vivre. La rentrée des classes n'est pas encore effective dans la capitale, même si certains établissements scolaires ont déjà rouvert leurs portes pour la nouvelle année académique. La sécurité, la cherté de la vie, entre autres, autant de faits qui sont à l'origine de cette situation, selon des parents interrogés sous couvert d'anonymat. Comment se présente la situation dans les écoles publiques occupées par les déplacés de Carrefourfeuille? Plus d'explications avec ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Comme annoncé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, notamment le ministre Nesmi Maniga, la rentrée des classes est maintenue. Cette fois-ci, ce n'est pas dans la capitale, car selon des riverains et d'autres interrogés, la rentrée des classes n'est pas encore effective dans la capitale, mais c'est plutôt dans les villes de province. Et là maintenant, certaines questions se posent en ce qui concerne la capitale, parce que deux obstacles majeurs empêchent la rentrée des classes ici, dans la capitale. C'est d'abord l'insécurité et ensuite les déplacés de Carrefourfeuille qui occupent toujours des espaces publics, notamment les lycées ou encore les écoles nationales. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a prévu d'autres stratégies en vue de permettre aux déplacés de trouver des abris provisoires afin de libérer les espaces des écoles publiques? Des interrogations qui restent pendantes. Mais dans les coulisses, a-t-on appris, il y a des bus qui sont disponibles dans différentes zones de la capitale en vue de permettre aux déplacés de se rendre dans les villes de province. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. La mission de la CARICOM, présente en Haïti du 5 au 10 septembre, touche à sa fin.
L'un de nos reporters, Jean-Jules Desaugustes, les a suivis et va nous dresser un peu le bilan de cette mission qui touche donc à sa fin. Bonsoir Jean-Jules Desaugustes, bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge Clan, bonsoir à tous et à toutes, un plaisir d'être là. Apparemment, nous allons vers un échec, si j'ai bien compris. On peut le dire haut et fort si l'on parle de cette troisième ronde, de cette énième mission de cette série de rencontres entre les protagonistes de la crise multiforme que vit le pays et des émissaires de la CARICOM que l'on appelle les éminentes personnalités. On sait que la première mission a eu lieu à la Jamaïque en juin dernier, où il y a eu une déclaration conjointe et ceux-là que l'on peut considérer aujourd'hui comme des opposants au pouvoir, donc ont paraphé une déclaration conjointe de Kingston pour exiger un collège présidentiel ou un bicéphalisme tout simplement. Il était question à cette époque d'intégrer le Premier ministre dans cette démarche. Et de son côté, le Premier ministre et les autres signataires de l'accord du 21 décembre eux-mêmes ont compris qu'il fallait avoir une autre feuille de route. Oui, alors, encore une fois, pour que les choses soient claires, quand on parle de l'accord du 21 décembre, on parle des partisans du Premier ministre, et quand on parle de l'accord de Kingston, on parle plutôt de ceux qui sont devenus les opposants au gouvernement. Okay? Absolument. Parce que sinon... pour que personne ne se perde. Oui. 21 décembre, janvier, novembre, septembre, bon, on s'y perd un petit peu. D'accord. Donc, décembre, opposant, Kingston... Alors, décembre allié. C'est le contraire. Décembre allié et Kingston opposant. Voilà. En fait, j'allais parler de la feuille de route que dressait le Premier ministre après cette mission à la Jamaïque. Et puis, les émissaires sont arrivés dans le pays après la Jamaïque pour tenter aussi de remettre les gens autour de la table. Autre échec parce que les émissaires sont repartis donc, sans tambour ni trompette, s'il le faut, sans un agenda réel. Ils sont déjà repartis? Absolument. Là, nous parlons de la deuxième mission. Oui. On va arriver à la troisième mission qui est cet échec. Donc, mission du 4 au 10 septembre. Et 5 au 10, oui. Du 4, alors ils sont arrivés le 4, ils ont commencé les premières rencontres le 5 avec le Premier ministre. Exact. 5, ils ont rencontré le Premier ministre à la primature. Le 6, ils ont été à l'hôtel Montana pour rencontrer les protagonistes, c'est-à-dire les deux pôles, pro-pouvoir, proches du pouvoir et opposants. Là, nous parlons du 21 décembre et de l'accord de Kingston, de la déclaration de Kingston. Et le 7, ils devraient rencontrer les deux pôles autour de la table pour s'affronter, c'est-à-dire s'affronter et trouver aussi un terrain d'entente, sortir avec un accord. C'est à ce moment-là que les tenants de la déclaration de Kingston ont soumis une nouvelle exigence sur la table. La présence physique du Premier ministre donc, aux séances des discussions. Double exigence d'ailleurs, car il y avait l'exigence de la présence d'Ariel Henry et également le droit à cette opposition de venir avec ses militants, ses partisans. Avec leurs partisans, un petit peu pour leur donner... Animer l'événement, peut-être l'environnement aussi. Oui. Mais l'exigence la plus basique ou la plus importante, c'était la présence physique du Premier ministre autour de la table. Là, nous parlons du 7, où il devrait y avoir cette séance d'affrontement, de confrontation entre les protagonistes. Maintenant, il y avait beaucoup d'incertitudes autour de la présence ou non du Premier ministre. Et nous avons eu l'opportunité de rencontrer le chef de la mission, chef de la mission Colin Ganderson, un diplomate de carrière, ambassadeur. Qui connaît très bien Haïti. Qui connaît très bien la situation sociopolitique d'Haïti. Et du même qui, à plusieurs reprises, faisait partie de ces missions qui arrivaient dans le pays, qui disait qu'il était face à une situation délicate et très délicate, qui ne savait pas si les protagonistes reviendraient sur la table. Donc samedi, la nouvelle est tombée et 4 heures, et le rendez-vous était donné à l'hôtel Montana pour aller suivre. On était sur place pour suivre ça pour Métropole. Maintenant, les protagonistes sont arrivés, le Premier ministre en personne est arrivé à la réunion à partir de 4 heures, excusez-moi, maintenant, et pour participer de manière directe, physiquement, comme l'exigeaient les protagonistes, notamment les signataires de la déclaration de Kingston, donc l'opposition, comme vous l'avez mentionné, Serge Clan. Après cette rencontre, le docteur Ariel Henry a fait cette déclaration. Je ne suis pas venu
suite à une exigence ou suite à l'exigence de personne. Je suis venu participer à ces rencontres parce que je suis haïtien. Dès qu'il s'agit des débats, des rencontres, des discussions autour d'Haïti, dès qu'on m'invite, je serai présent, je serai là. Et les discussions vont se poursuivre. J'espère que cette fois-ci, ce sera la dernière ronde de discussion. Il est temps que les protagonistes mettent l'intérêt du pays autour de la table pour sortir le pays de la crise. Ça, c'est la déclaration directe du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, déclaration qu'il a faite au micro de Métropole. Samedi, et entre 5h et 6h, après la rencontre, il a fait cette déclaration alors que les gens exigeaient sa démission. Concernant sa démission, il disait qu'on est en démocratie. On peut demander n'importe quoi. Mais je sais que le moment est au dialogue. Dès qu'on m'invite à parler, je viendrai pour discuter. C'est pour vous dire que... Georges, est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, je parle de l'opposition, d'exiger d'une part la démission d'Ariel Henry et d'autre part d'exiger sa présence lors des discussions. Ou bien on exige son départ ou bien on exige sa présence. S'il doit partir, il ne peut pas être là. Alors ce que j'ai constaté... S'il est là, c'est qu'il n'est pas parti. Alors ce que j'ai pu constater, Serge, c'est que les protagonistes, notamment les gens de la déclaration de Kingston, l'opposition, voulaient avoir le Premier ministre en face pour lui dire ces 4 vérités. Ce qu'on appelle ces 4 vérités, c'est sa démission. Et nous avons eu l'opportunité aussi d'interviewer, de rencontrer brièvement Ted Sendik de l'accord de Montana, qui fait partie de la déclaration conjointe de Kingston, de l'opposition, du docteur Claude Joseph aussi, nous l'avons rencontré, qui fait partie de l'accord de Kingston, de déclaration de Kingston, de l'opposition, qui est président du conseil du parti politique des engagés pour le développement. Le premier point qu'ils ont mis sur la table, c'est la démission du Premier ministre. Et on leur a demandé, et après, maintenant, après la démission, il faudra former un conseil ou un collège présidentiel pour pouvoir former un nouveau gouvernement, etc. etc. C'est-à-dire, pour eux, l'essentiel, c'était que le Premier ministre vienne et qu'il leur dise, donc, qu'il se prononce en face de lui. Qu'ils disent cette vérité en face du Premier ministre. Bon, il faut démissionner, il faut ci, il faut ça, lui faisant les reproches que l'on peut faire chaque jour donc, dans les médias et d'être responsable ou autre. Parce que c'est la seule ou la plus grande déclaration qu'ont fait les autres protagonistes, qu'il s'agisse de Claude Joseph, du docteur Claude Joseph, qu'il s'agisse de M. Jacques Tetsendik, que l'on a rencontré rapidement ou peu après à la sortie directement de cette rencontre. Il faut que le Premier ministre parte. Ah, c'est le premier point. Et le Premier ministre lui-même a répondu pour dire, on est en démocratie, on peut demander n'importe quoi, mais je suis venu pour parler dès qu'il y a un dialogue, dès qu'il y a une invitation. Je viendrai discuter parce qu'il est temps que le pays sorte de cette situation. Mais pour la prochaine discussion, les gens doivent mettre leurs intérêts personnels de côté pour discuter de l'intérêt de la nation. Il faut que cette ronde soit la dernière, a déclaré le docteur Ariel Henry. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé hier dimanche? Bon, hier, le dimanche 10 septembre devrait être le jour du départ de la mission, parce qu'ils étaient dernier jour, parce qu'ils étaient en Haïti du 4 au 10. 4, ils sont arrivés. 5, ils ont rencontré le Premier ministre à la primature. 6, ils étaient à l'hôtel Montana pour 2 rencontres. 7, ils ont rencontré un regroupement de la société civile, des cultes réformés. Ça ne fait pas trop de bruit, peut-être parce que les vrais pignons, ou bien les gens qui ont pignon sur eux, de la grande société civile, si on peut l'appeler comme ça, se sont déjà prononcés sur la crise, peut-être, et certains ont déjà signé des accords, que ce soit l'accord de Kingston ou la déclaration de Kingston, ou du moins l'accord du 21 décembre, alors proche du pouvoir, opposition. Donc, c'est pour vous dire que le 7, on a raté le train. Là, je parle des émissaires. Et le 8, c'était un temps mort, c'est le faux, parce que le 8, les émissaires devraient se prononcer. Et le 9, c'était cette dernière rencontre. Et les gens se donnent rendez-vous pour le 12 septembre, pour la poursuite des discussions, comme on peut l'appeler comme ça, ou par visioconférence à l'annonciature. Et c'est peut-être ce dont on peut parler au-delà de ce qu'on pourrait appeler échec de cette 3e ronde. Parce que si l'on peut mesurer ou bien structurer la 3e ronde, il faut l'avoir donc à partir de cette date, du 4 au 10. Et tout ce qui vient après n'en fait pas partie. Et ça, c'est peut-être une forme de prolongation autre. Mais la 3e ronde, pour beaucoup d'observateurs,
c'est un échec et des gens peuvent dire aussi aujourd'hui ce mot, qu'il s'agisse d'acteurs, d'observateurs ou tout simplement de commentateurs. Oui, parce qu'il faut rappeler que cette mission de la CARICOM, je rappelle très brièvement que cette mission était composée de 3 anciens premiers ministres de poids. D'expérience énorme. D'expérience énorme, avec, sous l'autorité de Colin Granderson, qui connaît très bien Haïti pour avoir participé déjà par le passé à plusieurs missions dans le pays. Mais cette mission de la CARICOM en Haïti, donc prévue pour se faire du 5 au 10, est un prélude à ce qui va se passer le 15. Le 15, là. Absolument. Qui est donc la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à Haïti. Et M. Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a insisté plusieurs fois en disant que cette mission, il avait besoin des résultats, des retombées de cette mission de la CARICOM pour un petit peu animer cette réunion du 15 du Conseil de sécurité. Donc, si vous nous dites que finalement, au bout du compte, tout le monde s'entend pour reconnaître que cette mission de la CARICOM est un échec, est-ce que cela augure de l'échec ou d'un semi-échec ou d'un non-événement pour le 15 septembre prochain? Alors, l'exigence qui a été faite, que ce soit par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est arrivé en Haïti et qui s'est présenté à la presse après avoir rencontré les différents protagonistes, lors de ce rapport soumis au Conseil des Nations Unies et du Conseil de sécurité en tout cas, il fallait d'abord prévoir cette rencontre pour le 15 septembre au sujet d'Haïti, mais cette mission était déterminante. Nous parlons de la mission de bons offices dirigée par les émissaires de la CARICOM. Et l'exigence qui a été faite aux acteurs, c'était de trouver un accord global. Voilà. Et l'accord... Consensus. Un consensus majeur. Et cet accord ou ce consensus aiderait donc les membres du Conseil à prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de doutes, il y a trop de mésententes sur cette question de force multinationale pour venir aider Haïti à sortir de la crise. Il n'y avait pas d'entente réelle, il n'y avait pas d'accord. Et le secrétaire général lui-même comprenait, et même la communauté internationale de manière générale, disait qu'on ne peut pas venir dans un pays où il y a autant de déchirements, autant de divisions, que ce soit dans la classe politique ou sur le plan socio et culturel, tout simplement. Les acteurs haïtiens doivent parler d'une seule voix et faire la demande de manière unilatérale, ou de manière unitaire, de manière uniforme, pour prendre ce mot de préférence. Maintenant, si les acteurs n'arrivent pas à trouver une entente entre eux avant le 15, selon des spécialistes en relations internationales que nous avons interviewés sur Métropole, cela peut avoir un grand impact sur ce qui peut être pris comme décision donc, le 15 septembre. Parce que, notamment, il y a la Chine, la Russie, entre lesquelles, ou bien à cause de cette situation entre la Chine, la Russie et les États-Unis notamment, on peut penser que le Conseil de sécurité des Nations Unies peut devenir un autre terrain de guerre. Parce que la Chine, la Russie ne vont pas laisser ou bien donner gain de cause aux États-Unis qui prendraient le leadership, en termes de leadership de ce mouvement, de cette demande, avec l'Équateur que l'on sait qui étaient les leaders dans le cadre de ce processus. Mais aujourd'hui, et avec un accord, on aurait un autre argumentaire pour la communauté internationale de manière générale, mais pour le Conseil de sécurité des Nations Unies et surtout ce qui serait également une forme d'argument solide pour le secrétaire général des Nations Unies qui est arrivé en Haïti et qui a rencontré les acteurs et qui voulait faire de lui le porte-parole de la situation d'Haïti tellement qu'il voyait que la crise était exécrable, était phénoménale, était catastrophique. Maintenant, les spécialistes pensent qu'avec cet autre échec, quand on parle de la prolongation de la mission, donc ça peut être un manque à gagner pour le pays et pour les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui souhaiteraient qu'il y ait cette mission, notamment après la demande des États-Unis et surtout après tout le jeu
que mènent ou que jouent les États-Unis derrière ce projet, et surtout avec ce dossier que porte le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est arrivé en Haïti. Oui, et tout le monde peut parler d'une seule voix que cet échec ou cet énième échec peut jouer gros dans le cadre d'une potentielle décision sur la crise socio-sécuritaire et sociopolitique que traverse Haïti aujourd'hui, Serge Clan. En d'autres termes, entravé. On peut le dire comme ça. Merci Jean-Jules, merci d'avoir suivi de près pour nous et pendant ces 5 jours qu'a duré cette mission de la CARICOM, d'avoir suivi ces messieurs, d'avoir suivi les progressions, les avancées, les reculades, les succès et les échecs de ces pourparlers entre Haïtiens et cette mission de la CARICOM. Merci de nous en avoir rendu compte. Et puis, bon, il reste à voir ce qui va se passer maintenant. Car j'imagine que ces messieurs, cette mission quitte le pays demain, c'est bien ça? Non, la mission a déjà quitté le pays. Elle a quitté le pays aujourd'hui? Parce que la mission c'était du 4 au 10 septembre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, certains observateurs et acteurs parlent d'échec de cette troisième ronde. On est le 11. On est le 11. Oui. Demain, c'est le 12. Et 12, c'est une autre date prévue pour une rencontre par visioconférence. Pour certains, même si d'autres acteurs seront à l'annonciature et apostolique pour y participer. Merci Serge Clan. Merci Jean-Jules. Voilà, c'était notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes qui nous rendait compte des derniers soubresauts qui se sont produits à la fin de la mission de la CARICOM en Haïti du 5 au 10 septembre. Nous sommes le 11, c'est donc déjà de l'histoire. À bientôt. Et pour conclure, la reprise des grands titres. Le cortège du Premier ministre Ariel Henry a essuyé des jets de pierre ce lundi dans la localité de Nancité, un quartier populaire de Jérémie. Le chef du gouvernement se rendait à Doudouche pour inaugurer l'école nationale Ducasse René à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire ce lundi. Échec du 3e round des négociations sous les auspices de la CARICOM. Après plusieurs journées de discussion, les acteurs politiques n'ont pas pu trouver un accord politique devant faciliter la résolution de la crise politique haïtienne. Le président dominicain, Luis Abinader, a ordonné ce lundi la fermeture de la frontière à Dajabón. Le porte-parole de la présidence dominicaine a fait savoir que si d'ici jeudi, le différend concernant la construction du canal de la rivière Massacre n'est pas résolu, cette fermeture sera complète. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bonne semaine, très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.